Salut à tous, c'est Zitake, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir si la Wii U est la dernière console où est-ce qu'on pourrait affirmer sans hésiter que Nintendo s'est mis à 100% dedans. Et je vous rassure, je n'irai pas rabâcher les mêmes choses qu'on entend depuis des années et encore du genre. La Wii U est l'un des plus gros flops de Nintendo, car je pense que c'est pour son beat qu'elle est connue aujourd'hui et que cette vidéo a aussi pour but de lui rendre hommage. Aussi, c'est pas une review, à proprement parler du moins. Donc je vous prierai de pardonner mon manque d'objectivité quelquefois, ou si j'affirme des choses qui peuvent être fausses, même si bien évidemment, je ferai tout pour que ça ne soit jamais le cas. Il y aura certains sujets que je vais aborder dans cette vidéo dont je n'ai pas la science exacte, alors si vous avez des choses à rajouter ou même à corriger, l'espace commentaire est là pour ça. Ah oui, et évidemment, je ne suis pas designer, je n'ai pas de diplôme dans cette catégorie, mes analyses sont purement personnelles et relèvent de mon interprétation, blablabla. C'est juste histoire qu'on me saute pas dessus parce que vous êtes pas content que je dise que le blanc c'est cuir et que le bleu est calme. Cette vidéo va être un peu plus posée et plus chill que d'habitude, même si sur la fin je sens que je vais me lâcher, parce que je prévois pour la suite de mes vidéos des choses qui vont me demander beaucoup de temps et j'aimerais bien pouvoir sortir des trucs de temps en temps qui me font plaisir. Sur ce, on peut commencer. Ah, la Wii U, quelle console. Loin de moi l'idée de vous cacher l'amour que j'ai pour cette console, auquel je suis attaché pour toujours. J'ai d'ailleurs ressorti la mienne pour cette vidéo. Mais penchons-nous davantage sur son histoire. La Wii U est une console de salon de Nintendo sortie en 2012. Elle succède à la Wii dans le nom et même dans le lecteur, car avec, on peut jouer à des jeux Wii si on a une Wiimote. Et autant vous dire qu'à cette époque, elle partait très mal, car elle était censée rivaliser avec la PlayStation 4 et la Xbox One. Évidemment, elle n'atteindra jamais la puissance de ces deux consoles, mais c'est pour une raison. En fait, Nintendo a toujours suivi une seule et même stratégie, c'est de miser sur des gimmicks. Que les jeux soient grâce au gamepad des expériences nouvelles, et ça a toujours été le cas jusqu'à aujourd'hui. La différence entre PlayStation et Xbox, c'est bien le catalogue et la puissance. Par contre, Nintendo, ça va plutôt se démarquer par leurs idées, et non pas des chiffres qui augmentent. La série de DS, par exemple, qui permettait d'emmener le portable toujours plus loin et de créer des jeux qui peuvent utiliser la différence d'écran, comparé à une PS Vita, par exemple. Je pense à notamment Majora's Mask 3D, avec son remake, où est-ce que l'inventaire et les outils en bas amélioraient grandement l'ergonomie et offraient une nouvelle expérience de gameplay par rapport à la Nintendo 64. Et il y a évidemment plein d'autres jeux qui utilisaient le deuxième écran avec le stylet afin d'améliorer le gameplay ou de trouver de nouvelles idées. La Wii U avec les motion control qui permettaient de jouer aux jeux vidéo d'une toute autre manière. Et ça, chez soi. Je pense à Wii Sport ou les jeux Sonic de compte. Et la Switch par exemple, c'était une sorte de Wii mais en mieux. Deux Wiimotes qui peuvent être utilisées en manette pour un mode salon et raccrochées pour faire une console portable. Nintendo Labo, etc. Ça aussi, c'est des idées que Nintendo a proposées pour varier l'utilisation d'une console type. Mais pour finir avec cette histoire, on peut remonter carrément à la Virtual Boy qui pouvait carrément être considérée comme un casque VR du passé. Et je tiens à souligner que c'est pas une marque de qualité de la part de Nintendo. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils mettent en avant l'originalité et la créativité par rapport à la puissance ou la qualité graphique, c'est pas un bon point ou un mauvais, c'est une caractéristique de leur produit. Pour dire si c'est une bonne gimmick, alors il faudra juger jeu par jeu et voir ce que les éditeurs font de cette gimmick, si elle est réellement pertinente en gros. Quand bien même ça ne résoudrait pas à 100% la question étant donné que l'imagination est sans limite. Et du coup la Wii U, c'est quoi sa gimmick? La Wii U est, comme je l'ai dit auparavant, une console de salon, sauf que la manette devient ce qu'on appelle un gamepad, écran tactile, caméra et sensible au mouvement. C'est une méga Wiimote qui offre un nouvel écran. Ce qui permet donc à des jeux d'en profiter pour avoir les informations sur le gamepad ou directement interagir avec le jeu avec l'écran tactile, et c'est pour ça que je trouve que c'est une gimmick qui ressemble vachement à ce qu'a fait la 3DS, mais cette fois-ci sur une console de salon. Le gamepad réunit tous les arguments des anciennes consoles en un comme pour être l'ultime résultat. Deux écrans dont un tactile qui permettent d'interagir avec le jeu via plusieurs éléments, check. Une manette qui est sensible au mouvement, check. Et l'écran peut souvent permuter entre télé et gamepad, ce qui est un peu l'aube de la Switch. Sauf que la Wii U tu peux pas l'amener à ton parc. Sur le papier ça sonne comme étant une masterclass, et en vrai ça l'est un peu. La Wii U est clairement un best-of de Nintendo, mais poussé à l'extrême, pour proposer aux éditeurs plein de nouveaux moyens de créer des jeux originaux et au gameplay différents. Et bien évidemment, en 1080p, soit de la 4K. Mais c'est aussi sur la Wii U que va énormément se développer le Nintendo Network, qui était déjà sorti sur 3DS à ce moment-là, en début d'année 2012. Un service en ligne qui permettait aux joueurs de Nintendo de jouer aux jeux en multijoueur, contrairement à ses homologues, le PlayStation Network et Xbox Live, c'était ici complètement gratuit. De plus, ça s'accompagnait avec le très connu Miiverse, le réseau social de Nintendo qui était présent sur Wii U et 3DS, où on pouvait poster des dessins faits directement sur la console, des screens qu'on pouvait prendre en pleine partie, ou des petits messages, etc. Sincèrement, avec la nostalgie, c'était vraiment le feu, mais maintenant avec du recul, je me rends compte que donner un réseau social à des humains de moins de 12 ans, c'est pas la meilleure idée. Ce qui est sûrement la raison de pourquoi ce service a fermé, et n'est jamais réapparu par la suite. Je vous laisse avec une petite collection des pépites que j'ai trouvées.
Mais ce n'est absolument pas fini. Par rapport à ses prédécesseurs, la Wii U proposait un navigateur internet, des applications plus familiales, telles que Netflix, YouTube ou encore, oui je sais, Crunchyroll, et enfin le Nintendo eShop, un magasin en ligne permettant aux joueurs d'installer leurs jeux directement à la sortie et d'accéder à un énorme catalogue dans leur salon. En plus du catalogue rétro qui pouvait, pour quelques euros, ça dépassait jamais je crois les 5 euros, permettait de jouer à des jeux déjà sortis sur Game Boy, Nintendo 64, GameCube et DS. Et pour en rajouter une couche, la Wii U pouvait se connecter avec la 3DS pour la création de Mi par exemple, ou même jouer ensemble sur Smash 4 par exemple. En bref, la Wii U est une console offrant quelques nouveautés pour la firme, mais qui ne se contente pas seulement de ça. Elle se modernise, réunit les plus gros points positifs des anciennes consoles. Elle est capable de faire tourner des gros jeux tels que des Assassin's Creed ou Batman Arkham City, et je sais que certains ont tendance à l'oublier, même si c'est surtout que personne n'a eu la Wii U, mais Zelda Breath of the Wild, oui, BOTW, est sorti à la base sur Wii U. C'est bien sur la Wii U que ce jeu est sorti, et c'est limite un miracle qu'il fonctionne et tourne aussi bien. Donc si même la Wii U est nettement moins puissante que la PS4 et la Xbox One, elle offre une puissance non négligeable qui permet d'avoir un catalogue à la fois très original avec des expériences de gameplay variées et des jeux époustouflants, qui poussent la console au-delà de ses limites. Malheureusement, c'est sûrement là que la Wii U a été un échec car beaucoup de jeux sortis dessus ont dû être annulés, car au final la console n'était pas assez puissante. C'était le cas avec le très connu Call of Duty Black Ops 2, qui malgré l'annonce ne sortira jamais sur ce support, ou même Mass Effect 3. Mais au-delà de ça, et c'est la fameuse malédiction de Nintendo, des jeux qui devaient être édités sur la Wii U et développés en parallèle sur toutes les autres consoles, devaient être limités, freinés à cause de la Wii U. Il fallait faire un compromis pour que ça reste beau sur PS4, etc., mais que ça tourne malgré tout sur Wii U. Certains gens en ont souffert, comme par exemple, et je sais que c'est ironique, mais Sonic Boom Rise of Lyric, le jeu à la base devait sortir pour toutes les consoles next-gen, genre PS4 tout ça, pas pour la Wii U, avant que Sega du coup fasse un contrat. Ou Watch Dogs, par exemple. Donc non, il y a évidemment pas que du positif à dire, mais cette vidéo je l'ai écrite pour parler d'un autre sujet, et c'est la direction artistique qu'a emprunté la Wii U dans ses menus. Je sais pas si vous connaissez la fameuse DA Frutiger Hero, qui serait le futur qui nous a été promis, mais qu'on n'a jamais eu. C'est une DA qu'on retrouve sur internet depuis le milieu des années 2000 jusqu'en 2010. Ce style se repose entièrement sur l'ambiance et le sentiment qu'offre le très connu fond d'écran Windows XP, Windows 7 et leur système d'exploitation plus directement. Un futur aux couleurs majeures pétantes avec des bâtiments très design mais qui respectent la nature, et c'est d'ailleurs pour ça que ces variantes sont aussi souvent orientées vers la nature. Par exemple avec mon petit préféré, Frutiger Aqua. Ce sont des styles artistiques bien connus mais qui, je ne sais pas pour l'époque vu que je n'étais pas né, mais aujourd'hui laissent une certaine nostalgie à contempler ces images. Ce style entier, les boutons, les sons, tout est réuni pour qu'aujourd'hui nous soyons nostalgiques d'un futur que nous ne connaîtrons certainement jamais. Et c'est drôle parce que de leur POV, on est dans ce futur. C'est un style reconnu et étudié qui aujourd'hui soulève une génération qui a grandi avec un vieux internet, majoritairement la Gen Z. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas que la Wii U s'inspire fondamentalement de ce style, mais plutôt qu'elle dégage très clairement le sentiment qu'il procure. Si vous pensez à une musique que représente Frutiger Hero, notamment avec ce qu'on trouve sur la trend TikTok, il y a souvent cette musique qui revient. Soit le thème des Mi sur Wii U. D'ailleurs, je sais pas comment vous faites pour le trouver, moi, introuvable. Je vous ai parlé des caractéristiques de la Wii U vis-à-vis du gameplay, mais je ne vous ai pas parlé de son esthétique et de ses menus qui, pour moi, sont l'une de ses merveilles. Alors laissez-moi vous analyser ça. En ce qui concerne les menus, les icônes sont entourées d'un contour transparent, comme si c'était de l'acrylique et que c'était des objets imprégnés dans la glace, imprégnés dans le temps. Le nom apparaît au-dessus de l'application, sobre et un fond qui laisse le joueur voir l'arrière-plan bouger. Parce que dans ce menu, rien ne prend le dessus, tout coexiste parfaitement. Mais ce qui ressort le plus, c'est les applications. Le fond d'écran, lui, et plus généralement tout ce qui ne concerne pas le joueur, est blanc-gris. Des couleurs qui apportent à une technologie pure et qui est neutre. Le bleu par contre est une couleur qui sera là où le joueur sera, en cliquant sur un objet. C'est cette couleur qui lui indique ses actions et sa position dans l'espace. Ce n'est pas aussi agressif que du noir sur du blanc, et le bleu se rapproche d'une technologie futuriste, fiable et qui avance. C'est pourquoi c'est souvent lié au logo du Wi-Fi, Bluetooth, etc. C'est une vitrine d'exposition pour que l'attention du joueur soit à fond sur l'essentiel, ce qu'ils ont acheté, ou ce qui les importe. Et les couleurs sont là pour rappeler au joueur que son utilisation est pure, rassurante et futuriste. Il joue dans l'instant. Il n'y a aucune pointe, rien n'est pointu. Comme si tout était un bloc de caoutchouc, sauf à un endroit, le Nintendo eShop sur la barre inférieure qui est plus carré, plus pro. C'est normal, c'est ici que les parents vont venir sortir la carte et consommer. C'est un lieu plus mature et plus pro. Mais en parlant de cette barre inférieure, intéressons-nous-y de plus près. Toutes les icônes semblent magnétisées, comme si c'était des morceaux de verre ou des balles. Impression créée d'ailleurs par les dégradés aux couleurs très claires et cette sorte de lueur interne. Mais si on appuie sur X, on switch sur la Wara Wara Plaza.
une place où tous les Mi discutent des jeux vidéo auxquels on jouait, etc. Moi je sais pas vous, mais ça m'a toujours donné l'effet d'un géant centre commercial. Et s'il y a bien quelque chose dont j'ai pas parlé mais qui change tout autant la donne, c'est le son et la musique. Il y a énormément de synthé et d'écho dans les sons comme dans les musiques du menu, ce qui ajoute énormément de profondeur comme si on était dans une zone. Une ouverture pure comme si plusieurs gouttes tombaient dans une grande piscine, ce qui me fait d'ailleurs un peu penser au Liminal Space. Et au final, vous allez me dire qu'il y a quasiment aucun rapport avec Frutiger Aero. Et en fait, ce que donne comme impression la Wii U pour les 3 enfants qui s'en sont procurés une, c'est un sentiment de nostalgie. Un sentiment d'une enfance pure, dans un endroit stable où rien n'apportait sauf cet instinct de jeu. Une enfance rassurante, avec tout à portée de main. Quand je pense à la Wii U, le mot qui me vient en tête c'est bulle. Une bulle qui enveloppe mon enfance, qui d'une certaine manière la rend toujours un peu plus pure. Si on colle tant cette image de la Wii U à Frutiger Aero, c'est pas parce que la Wii U a fondamentalement un style qui s'en rapproche, mais plutôt parce qu'elle était ce futur. Une console avec un futur qui nous laisse contempler le passé nostalgiquement, tout comme nous le faisons maintenant avec ces images. Mais maintenant, venons-en à la question principale. Pourquoi est-ce que je dis que c'est à partir de la Wii U que, selon moi, Nintendo a commencé à en avoir strictement rien à foutre? Qu'on soit clair sur ça, à chaque fois que vous me poserez la question, si vous daignez la faire, je hais Nintendo. À chaque fois que vous y reviendrez, je vous redirigerai à ce moment présent de la vidéo, parce que ça ne changera jamais, du moins je l'espère, parce que j'ai pas envie d'apprécier cette firme. À mes yeux, c'est une simple multinationale qui fait du profit sur des jeunes enfants et l'idiotie de leurs fans aveuglés par la nostalgie. C'est pas normal de faire payer une mise à niveau quand t'as payé la console, c'est pas normal d'avoir un Joy-Con Drift, c'est encore moins normal que ce Joy-Con Drift spawn 2 jours après avoir acheté ta console next-gen qui plus est, et c'est encore moins normal de crier sur tous les toits, on fait du 120 fps, tout en sachant que très peu de développeurs oseront passer ce seuil sur ta console, tout comme pour la Switch 1, qui, pour rappel, peut faire du 60 fps. Oui, du 60 fps. C'est juste que les éditeurs ne vont pas tenter ou oser aller dans ce genre de cap parce que leur jeu risque de fumer et être trop coûteux à développer. Souvent, quand un jeu est à 60 fps sur Switch, il est acclamé pour ça. Tandis que sur GameCube, il y avait déjà des jeux à 60 fps. Mais bref, ça c'est un autre débat. C'est pas normal de faire payer à tes consommateurs pour qu'ils puissent jouer à d'anciens jeux avec une formule d'abonnement très chère. Et encore t'as pas tout le catalogue. Tout ça pour surfer sur des souvenirs chers à leur cœur, mais en plus accompagnés d'un service dégueulasse que même des fans arrivent à dépasser depuis quoi, 2015? Bref. Mais si je m'arrêtais à ça, ce serait parfait pour les fans de Nintendo idiots avec leurs phrases à 2 balles du genre « Oui, mais tu sais, c'est une entreprise, c'est pas tes potes. » Oui, je sais, merci, mais c'est pas votre membre de famille pour que vous les défendiez autant. J'ai fait un petit calcul. Pour jouer agréablement à une Switch 2 et être, on va dire, dans les normes, il faudrait dépenser 459€ pour avoir la console, la Switch 2 du coup, plus 40€ d'abonnement en ligne avec tout le catalogue et toutes les possibilités, plus de 10€ pour avoir une mise à niveau, sans oublier 60€ pour une caméra parce que faut bien que ce bouton serve à quelque chose, caméra d'ailleurs qui fait du 15 fps, 20 fps si la Switch est bien branchée. Waouh! Au moins les trailers ne mentaient pas! Donc ça c'est la caméra plante piranha. C'est de la merde. Je vous jure que ça rame vraiment. Je n'exagère rien et c'est réellement comment est la caméra plante piranha. Je vais tester maintenant avec la caméra normale. J'utilise le câble officiel, j'ai tout. Je n'ai rien fait de mal. Putain, c'est nul à chier. Là je branche celle qui coûte plus cher et qui est censée être de meilleure qualité. Alors, ça rame moins, clairement. Là, c'est la caméra normale. C'est bien mieux. Donc ça veut dire que c'est pas mon setup qui a un problème. Attends, mais je me pose des vraies questions, là, en fait. Et je vais essayer de prendre au même endroit. Ah ouais, non mais c'est flagrant en fait. Alors stop, on arrête. Je suis allé refaire des tests parce que je trouvais ça trop bizarre. Et effectivement, si tu changes de port USB-C de ta Switch, que tu n'utilises pas celui du haut qui sert à la base à brancher des trucs, mais qu'à la place tu utilises celui du bas qui sert à docker ta Switch entre autres, là la caméra ne rame plus. Mais pour autant, j'ai quand même un coup de gueule à lâcher parce que sur la boîte c'est clairement indiqué noir sur blanc que je peux m'en servir sur ma télé. Alors que sur la télé c'est de la merde, vu que tu ne peux pas accéder au port dock quand elle est dockée, c'est logique. C'est pas du 720p comme j'ai dit, c'est du 480p, ça c'est vraiment un scandale en 2025. Peut-être que la caméra a un problème qui sera corrigé avec une mise à jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous la déconseille. Vraiment, n'achetez pas ça. 70€ de dépensés parce que faut bien un jeu inédit à cette console, sinon j'aurais juste pu rester sur la Switch 1. Franchement, pour l'exemple, j'ai pris Donkey Kong Bonanza, qui n'est certainement pas le plus cher, et je l'ai pas pris en édition physique. Puis, on sait jamais, pour en finir avec une autre paire de Joy-Con, parce que si jamais il y a une galère, ce qui nous fait 90€. Et donc, si on calcule tout ça, on a un total de 729€.
Fun fact, on enlève la Switch 2, on se retrouve avec 270 € d'accessoires, ce qui est le prix d'une 3DS. Certains me diront que blablabla, le coût de développement a augmenté, que c'est proportionnel aux moyens qu'ils ont lâchés, blablabla. Hormis la Switch 2, dont je trouve certes le prix raisonnable, mais seulement pour la console en elle-même, il n'y a aucune raison de faire payer tous ces accessoires aussi cher. Le fait qu'un bouton coûte 40 € n'est pas normal. Le fait qu'une mise à niveau d'un jeu est payante n'est pas normal non plus. Ou qu'une caméra à 60 balles, quand même faut pas l'oublier, pour avoir un framerate en dessous de 2 € n'est pas acceptable. Même pour 15 €. Et vous savez c'est quoi la meilleure? C'est que tout ça, la Wii U, elle l'avait, mais gratuit. Service en ligne gratuit. Mise à niveau s'il y en a gratuite ou remaster complet. Caméra intégrée, check. Et très peu de DLC car jeu complet et travaillé. Mais surtout, hormis leur politique complètement anti-consommatrice et leurs milliers de robots que je déteste tout autant qu'eux, vous trouvez pas qu'il y a un truc qui dérange là? Genre, y a pas un truc qui tape quand vous regardez la Switch? C'est complètement vide. Aucune personnalité pour plus de 400 balles. Aucune personnalité pour plus de 429 €. Ça peut même aller taper dans les 500 si vous achetez pas sur le site officiel. La Switch est dépourvue de toute personnalité comparée à sa grande sœur la Wii U. Et, je sais, c'est pas la personnalité qui fait la console, voilà, ramenons un peu d'objectivité dans cette gorge profonde d'un gadget, mais, avec tout ce que je vous ai dit, sérieusement, quelles sont les intentions de Nintendo? Déjà, le plus choquant, c'est qu'il y a aucune musique d'ambiance. Rien. Encore aujourd'hui, que ce soit n'importe quelle console Xbox, n'importe quelle console PlayStation, il y a une musique de fond. Les seuls sons, c'est quand on bouge ou quand on clique sur quelque chose. Enfin merde, je veux dire, même la 3DS avait une musique d'ambiance. La 3DS! Et même la GameCube. De plus, reprenons ce que j'avais dit tout à l'heure, tous les contours sont pointus, direct, un style beaucoup plus mature, plus pro. Et vous vous souvenez de quoi je parlais quand je citais ces caractéristiques tout à l'heure, hein? Et les icônes, enfin c'est quoi ça? Y'a vraiment des gens qui ont été payés pour faire ça? Pour vous faire une confidence, je voulais trouver une punchline, mais ils sont tellement fat que je sais même plus quoi dire en fait. Et sérieux, ils avaient tellement la flemme de rajouter des couleurs pour les 3 derniers logos, après rouge, orange, bleu, ils savaient plus quoi mettre là, ça fait tellement brouillon. Je sais, ce que je critique là, c'est ce qu'on appelle le minimalisme, un courant artistique où chaque détail est réduit pour garder l'essentiel, soit less is more. C'est une tendance qu'on retrouve partout ces derniers temps, avec des logos plus simples, etc., etc. Je pense que vous avez déjà vu assez de TikTok sur ce style. Mais là, j'achète pas un logo en fait, j'achète pas des chips, j'achète une console, un accompagnement, une bulle qui va m'accompagner justement durant plus certainement de 10 ans si j'accroche. C'est comme un PC, on change le fond d'écran, quelquefois la souris, et pour les plus déter les icônes. La personnalisation, le sentiment d'être chez soi, c'est important pour un outil qu'on va utiliser pendant des années. Un outil privé. Ce qui me laisse me dire que, en réalité, la Switch n'a pas été considérée comme un accompagnateur, un camarade de jeu, mais vraiment comme un simple produit de consommation. Et, si je devais aller au bout de ma pensée, je comparais la Switch à un lanceur physique. C'est juste un launcher qu'on peut tenir entre ses mains. Et de toute manière, la preuve qu'ils ont opté pour plus de couleurs et des contours arrondis pour la Switch 2 est sincèrement un aveu de défaite. S'il y avait autre chose à changer ou rien, croyez-moi qu'ils auraient soit changé complètement la DA, soit corrigé les problèmes. Et je pense que, si vous voulez mon avis, ils ont opté pour la deuxième solution. Mais si vous voulez sincèrement plus d'infos sur à quel point Nintendo se montre pitoyable depuis ces 10 dernières années, je vous laisse vous diriger sur cette vidéo que je précise anglophone, mais là, si vous débrouillez bien en anglais, alors pas de soucis. En conclusion, je conseillerais la Wii U à toutes les personnes qui n'en ont jamais eu, ne serait-ce que pour les moyens qu'elle met à son immersion, ou pour ce qu'elle dégage. Mais étant donné qu'elle ne s'est pas très bien vendue, j'ose espérer pour vous que les prix ne sont pas très hauts, car pour moi, au-delà des 200 €, franchement c'est trop cher quand on sait que fun fact, l'émulation c'est gratuit quoi. Un menu, des sons et des icônes ne valeront jamais plus de quoi, même pas 50 €. Même si Nintendo vous fait croire le contraire avec leur politique anti-rétro, qui nuit aux jeux physiques, donc à la vente de l'occasion, non, votre enfance n'a pas de prix. Votre nostalgie est un bijou que cette firme tente, tant bien que mal, que de souiller et de racheter, et que vous devez chérir et comprendre la valeur. Les jeux sur Wii U sont très cool, malgré que beaucoup ont souffert de la fermeture des serveurs de Nintendo sur les anciens supports. Ce qui fait que vous pouvez dire adieu à l'eShop, adieu à votre liste d'amis, adieu à Splatoon ou à son mode en ligne, et moi, adieu au mode en ligne de Minecraft où est-ce que j'ai fait de très belles rencontres. Les choses changent et continuent d'avancer, et vous avec. La Wii U, elle, reste figée en arrière, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à y revenir pour vous y bercer une dernière fois. Sur ce, c'était Zitake, j'espère qu'on se reverra vite.